Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo un peu particulière aujourd'hui, car je suis en plein dans des défis et pour l'instant, j'ai pas encore tout compris et je suis encore en train de faire mes conscientisations. Hem, J'aurai peut-être des réponses dans cette vidéo et dans cette canalisation. Hem Excusez-moi, je mets le chrono pour voir le temps de vidéo. Voilà. Si j'ai une mine désastreuse, j'en suis désolée, mais c'est justement du fait que je suis un peu tendue en raison d'être dans ce fameux défi. Hem, voilà pour ça. En général, on voit tout sur mon visage, donc oui, vous allez peut-être voir sur mon visage que je suis pas aussi détendue que d'habitude et que je suis, plutôt tendue. D'un autre côté, c'est sûr que ma façon d'être tendue à moi n'est peut-être pas comme la vôtre. Donc c'est peut-être ça aussi que les guides veulent vous montrer. C'est qu'inévitablement, quelqu'un en complétude comme moi, quand je suis tendue, heu, c'est pas la folie. Vous, vous êtes peut-être explosif, en train d'hurler dans tous les coins. Moi non. Mais c'est ce que moi j'appelle être tendue parce que comparé à d'habitude, je suis quand même pas dans la même énergie que d'habitude. Voilà. Pesez toujours avec modération les mots que j'utilise me concernant, pour plusieurs raisons. C'est que euh, je suis, j'ai déjà un côté calamity où je suis toujours en train de baisser ma valeur, euh, beaucoup moins qu'avant, mais je parle, j'ai une tendance générale à parler de moi en plus négatif que je ne le suis. Voilà, les guides le confirment. Et je suis en complétude. La dernière fois, j'avais expliqué à quelqu'un que quand je suis frustrée, tintin. Et la personne m'a dit, mais ça t'arrive? Comment ça peut t'arriver à toi d'être frustrée? Ben, je pense que vous avez une vision de la complétude sans doute un peu extrémiste. Quand vous sortez quand vous êtes en complétude, vous n'êtes pas devenu quelqu'un qui n'a plus d'émotions. Vous restez quand même un être humain incarné sur Terre qui a des émotions. Je vous l'ai souvent dit, vous ne serez pas quelqu'un de parfait. Vous serez imparfait, mais dans un imparfait tolérable. Le fait que vous ne compreniez pas ça montre encore que vous êtes encore dans vos visions rigides et extrêmes où vous continuez à penser qu'en complétude, vous n'aurez jamais d'émotion, rien va vous perturber. Vous avez une vision extrême, vous avez une vision qui ne que vous vous êtes inventé dans votre tête une histoire, mais en tout cas, l'histoire, ce n'est pas moi qui vous l'ai racontée. Parce que moi, quand je vous entends être étonné de ça, bah bien sûr qu'après complétude, on a encore des émotions. Enfin, j'ai jamais dit qu'on n'avait plus d'émotions. De où êtes-vous allé inventer qu'après complétude, on n'avait pas d'émotions? Que plus jamais je suis frustrée? Non, je reste un être humain incarné qui a des frustrations. Mais quand je suis frustrée, c'est sûr que je ne le vis pas comme vous le vivez. Quand je suis frustrée, mon émotionnel, il a fait pan, alors que vous, c'est pan, 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 pan. Voilà, donc c'est sûr, c'est pas la même échelle, vous voyez. Mais moi, si en temps normal, je suis comme ça, quand je fais POC, j'ai quand même senti qu'il y avait une émotion. Et c'est une émotion de frustration. Donc oui, je ne vois pas d'autre mot que d'exprimer « j'ai été frustrée ». Vous voyez? Donc là, votre écoute sera de mauvaise qualité si vous continuez à faire une amnésie sur la moitié de l'histoire. Et qu'à chaque fois, vous reprenez
une information isolée en faisant abstraction de tout le reste. Ce qui montre que votre écoute n'est pas de qualité, vous n'arrivez pas encore à analyser avec cohérence et donc votre façon d'écouter déforme le message qui a été véhiculé. Parce qu'inévitablement, imaginez, si moi, vous suivez mes vidéos depuis longtemps, si vous écoutez mes discours depuis longtemps, toutes ces informations, vous les avez toujours eues. Et si, quand je dois dire « j'ai été frustrée cette semaine », je dois replanter le décor de tout et dire « j'ai été frustrée cette semaine, mais rappelle-toi, moi, je suis en complétude » et donc, en fait, je vais devoir tout te réexpliquer parce que toi, régulièrement, tu fais une amnésie sur tout ce que j'ai expliqué avant. Inévitablement, le temps que je vais te mettre à te raconter quelque chose ne va pas être « je suis frustrée », ça va être « il faut que je passe 3 heures à te réexpliquer tout » parce que sinon, comme toi, tu as la fâcheuse tendance à faire une amnésie sur tout, à faire abstraction, à ne pas être dans l'accueil de l'information et des autres, tu prends que en mode binaire l'information là, que la phrase en faisant abstraction de tout ce qui a déjà été dit. À chaque fois que je vais devoir communiquer avec toi, pour dire une phrase, avec toi, je vais devoir passer 1 heure. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En général, la personne va se lasser, ça va la fatiguer. Tu demandes trop d'énergie. La personne va décider qu'avec toi, c'est relou de parler. Parce qu'avec toi, on ne peut pas juste dire une phrase. Avec toi, pour une phrase, il faut rappeler tout le décor parce qu'à chaque fois, tu oublies. Et il faut tout ressortir. Et il faut réexpliquer tout mon parcours de vie. J'en ai pour 2 heures. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, je ne vais pas avoir envie. Je ne vais pas avoir envie. Parce qu'avec toi, je dois donner tellement d'énergie. Tu oublies tout, tu fais... Oh. Ça, typiquement, dans les relations, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas fluide, c'est chiant. Ça demande trop d'énergie, ça demande trop de données, car toi, tu guéris pas. Parce que toi, tu n'évolues pas dans ta façon d'écouter, d'analyser avec cohérence, de te rappeler. Et la relation est déséquilibrée. Il y en a un qui doit donner beaucoup, parce qu'il y en a un qui donne pas grand-chose, en fait. Donner, recevoir, pas intéressant. Donc, si vous êtes comme ça, inévitablement, il y a des gens qui préfèrent ne plus communiquer avec vous. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop chiant, en fait. Moi, typiquement, vous me prenez moi, tel que je suis à l'heure actuelle, dans l'instant présent, dans mes guérisons, vous me projetez dans la vie personnelle, quelqu'un qui fonctionne comme ça ne m'intéressera pas. Pourquoi? Parce que cette personne me fatigue. C'est trop fatigant. C'est trop chiant, en fait. Dans le travail, je vais tolérer, parce que c'est mon travail et je comprends, mais dans la vraie vie, ça ne m'intéressera pas. C'est de l'énergie trop basse. C'est trop chiant. Il faut raconter, il faut rejustifier, il faut... Non, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Donc, inévitablement, si vous avez ce dysfonctionnement-là que le rigide a, vous allez perdre des personnes qui, comme moi, ne voudront pas s'épuiser parce que votre capacité d'écoute déforme toujours tout et il y a comme ce côté de devoir se justifier tout le temps. C'est pas intéressant, ça n'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a pas de dalidite, qui cherche pas à être validé de l'extérieur, va pas donner toute son énergie à vous convaincre. Ça ne l'intéressera pas. Donc,
les seules personnes qui resteront à votre contact, c'est les gens qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être validés, qui ont besoin de convaincre. Ouais, mais en tout cas, ça ne sera pas les gens cool. Donc en fait, vous êtes quand même perdant. Si vous ne conscientisez pas ce dysfonctionnement-là, ça va vraiment se retourner contre vous à un moment. Il y a urgence à y travailler. Contraction. Vous voyez que, comme en plus, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 juillet, il n'y a pas... On n'est pas vraiment dans une relation où, en effet, le donner-recevoir n'est pas OK en énergie qu'il faut donner pour être écouté, accueilli, entendu, compris. Et, inévitablement, il y a un problème de loyauté. Parce que vous, ce que vous donnez n'est pas très loyal. Puisque, à chaque fois, vous prenez une phrase et vous avez oublié tout ce que la personne vous avait expliqué d'elle avant. C'est un problème majeur, cette chose-là, parce que quand vous avez envoyé des fléchettes, à chaque fois, vous étiez dans ce mécanisme-là. Les fléchettistes sont beaucoup dans ce mécanisme-là. C'est qu'ils font toujours une abstraction de tout ce qui a été expliqué en amont. Et en fait, les gens devraient toujours vous prouver, re-raconter toute l'histoire depuis le début. Mais vous y trouvez une sorte de profit à rester dans ce fonctionnement de ne faire aucun effort de vous rappeler de l'histoire. Parce qu'en fait, ce que vous donnez, c'est des miettes aux autres. Vous donnez des miettes aux autres. Vous faites même pas l'effort de vous rappeler de l'histoire de l'autre. Vous donnez aucune énergie à vous intéresser à la personne, à son histoire, à qui elle est. Vous êtes beaucoup trop dans le recevoir et pas assez dans un donner de qualité. Inévitablement, dans de la loyauté, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Parce que c'est pas de la qualité ce que vous donnez. Souvent en consultation, vous êtes extrêmement étonné que je me souviens de beaucoup de choses vous concernant, malgré que vous soyez nombreux. Oui, car je m'intéresse à votre personne. À côté de ça, je vais peut-être oublier certains détails. Parfois, je vais oublier le prénom de ta sœur. Parfois, je vais oublier le prénom de ton beau-frère ou de la nièce du beau-frère. Tout ça, c'est des choses que je vais éventuellement oublier. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le centre de mon monde. Tout ton arbre généalogique, j'ai quand même une tête qui ne retient pas l'arbre généalogique de toutes vos familles. Mais de façon générale, ton histoire, ce qui s'est passé, ta personnalité, elle, je m'en souviens. Ma mémoire va retenir ce qui lui semble important. Ta personne, ta personnalité, le prénom de Tati Jacqueline, pour moi, c'est vraiment pas important. C'est pas une donnée importante. Mais toi, parfois, c'est tout l'inverse. Toi, tu vas t'attacher à un détail, mais par contre, l'histoire globale de la personne, de ma personnalité, tu n'en as rien retenu parce que c'est ta façon de fonctionner avec tous les êtres humains. Avec tous les êtres humains. Et c'est là où c'est très bizarre comme façon de fonctionner. Donc parfois, tu vas pinailler sur des détails, mais c'est tellement pas important, ces détails-là. Et je pense que dans ta façon contrôlante de fonctionner, tu en tires un profit de fonctionner comme ça. Ça te redonne encore un prétexte pour être méfiant et alimenter ta paranoïa et faire abstraction de l'histoire pour trouver encore un prétexte pour accuser, juger, accabler, envoyer des fléchettes.
Et toute cette stratégie de contrôle, c'est comme une compensation chez toi, dans ton profil évitant, pour tenir les gens à distance et pas t'attacher à eux, pas leur faire confiance. Pour garder tout le monde à distance, tu es persuadé dans ce mécanisme évitant de te protéger. Mais en fait, tu ne te protèges pas tant que ça parce que tu deviens persécuteur et inévitablement, tu te protèges aussi du bonheur et de la joie parce qu'une personne comme moi ne restera pas dans ton entourage. Ça l'intéressera pas. Ce que tu offres n'est pas de la qualité. Tu offres rien en fait, tu offres des miettes. Et ton donné est de piètre qualité. Donc vous avez compris, cette vidéo-là aborde une thématique autour de l'évitement, les fonctionnements qu'ont les runners. Et si vous êtes un chaser avec un côté évitant, en plus avec certaines personnes, pas avec votre runner, mais avec certaines personnes, vous avez un côté évitant avec certaines catégories de personnes. Par exemple, une femme qui n'aime pas les femmes, vous voyez, eh bien, inévitablement, vous allez être dans ces cas de figure-là, et méfiez-vous de ça, parce que votre donnée est un peu, il est comme ça, votre donnée humain. On n'est pas connecté au cœur. Vous êtes auto-centré sur vous, sur votre protection. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui fait des travaux dehors. Dans vos mécanismes de protection, et dans ces mécanismes de protection, vous donnez de la merde, en fait. Vous donnez des miettes. Donc, niveau loyauté, c'est franchement pas terrible. Hier, j'ai été énormément confrontée un peu à ce genre de cas de figure. Des profils évitants qui donnent de la merde. Et donc, inévitablement, avec des gens en face comme ça, c'est un peu éprouvant. C'est fatigant. C'est des gens qui vous prennent, qui exigent des preuves, qui sont toujours en train de douter. Ils y trouvent un intérêt. Ils sont persuadés que le doute leur permettra de se protéger. Que c'est une arme fatale de douter de tout parce que ça les protège. Je suis en partie d'accord. C'est-à-dire que moi, je vous apprends à douter. Je vous apprends à analyser. Car en effet, avoir une confiance excessive en mode naïf, c'est pas très sécure. Vous devez être capable d'analyser et de douter. Le problème, c'est que vous êtes une catégorie de personnes où même quand vous avez eu des preuves, c'est jamais assez. Il vous faut plus. Toujours plus. Et encore plus. Parce que vous en tirez un profit. Selon les personnes, certains, le profit qu'ils en tirent, c'est de pouvoir rester à faire grève, statique, et pas initier le changement dans leur vie. Par exemple, exemple concret, je vis avec un pervers narcissique, j'ai déjà eu 1000 fois la preuve que cette personne était hautement toxique. Ouais, mais comme j'ai tellement peur d'initier le changement, de me séparer, je vais continuer à trouver un confort dans la stratégie de oui, mais je suis peut-être pas vraiment sûre que elle est vraiment toxique. Attends, je vais remettre un peu de paillettes sur ce qui s'est passé. Je vais faire une amnésie sur une partie de l'histoire. Je vais retenir que le positif. Et ah oui, ça fait 20 ans que cette personne est toxique, mais je me rappelle, il y a 21 ans, elle a été sympa pendant 1 heure. Ouais, je vais me rappeler de l'heure où elle a été sympa il y a 21 ans. Ouais. Non, mais tu vois, c'est bien la preuve que cette personne, elle peut être gentille. Vos analyses sont complètement incohérentes. Ça tient pas la route. Vous déformez les histoires et vous allez encore une fois dans votre stratégie, allez vous accrocher encore une fois à un petit détail. Vous n'allez pas analyser la cohérence de tout parce que vous y trouvez un confort. L'histoire que vous vous racontez ainsi vous permet de pas bouger. Il est urgent que je bouge pas.
Ah, t'as vu, heureusement que je doute. Non, là, ton doute, c'est de la merde. Parce que là, le doute, c'est devenu ta compensation pour pas agir, pour perdre du temps de vie, pour gaspiller ta vie, pour continuer à subir, pour pas regarder que tu as peur, pour pas aller travailler sur ta peur. Le doute, c'est devenu ton guide. Et ça, c'est pas OK, en fait. Parce que là, tu es parti dans l'extrême. Au lieu que le doute soit en partie là pour rester dans une neutralité, d'analyser, de réfléchir, tu en fais complètement ton guide, ton leitmotiv. C'est devenu ton état d'esprit dans tout. Et là, tu deviens chiant. Mais mon Dieu, que tu deviens quelqu'un de chiant. Parce que les gens en face de toi vont pas avoir envie de dépenser toute leur énergie vitale à te convaincre. Ça les fatigue. Ils se cassent. Et au final, cette stratégie se retourne contre toi. Tu ne gardes plus que des personnes toxiques autour de toi, qui savent te manipuler avec leurs clés, leur trousseau de clés, en revenant titiller ta partie doute. Donc ça, déjà, tu n'es pas loyal envers toi, tu redeviens un facilitateur pour les personnes toxiques. Tu es quelqu'un de très facile à manipuler. C'est du pain béni pour ces gens-là. Contraction. Tu fais partie un peu des clans des Namasté. Bah, petit Hitler, mais peut-être qu'il n'est pas si toxique que ça, Hitler. Voilà, vous voyez? Donc c'est un peu le danger, hein. C'est que être toujours dans le doute, on vous a pas demandé ça. On vous a pas demandé d'être dans l'extrême, dans cette paranoïa et dans cette méfiance. Cela revient encore à alimenter votre paranoïa pour, dans certains cas, parce que ça c'est la deuxième catégorie, c'est avoir un prétexte pour rester dans votre paranoïa et là vous allez aller persécuter des personnes qui sont bonnes, qui sont OK, et vous avez encore un prétexte pour aller attaquer, persécuter, pour tenir les gens à distance. Et ça, l'évitant est très fort là-dedans. Donc à la fin, encore une fois, vous doutez, et ça c'est l'ego qui vous pilote, parce que l'ego c'est toujours ce serpent, et le serpent il préfère vous entourer de ses singes volants. Le serpent, l'ego, agit comme un pervers narcissique interne. Quand vous vivez avec un pervers narcissique, le pervers narcissique, pour ne pas être démasqué, en général, il va chercher à garder autour de vous des gens qu'il sait manipuler. Par contre, les gens qui ont une capacité d'analyse où il n'arrive pas à les manipuler, étrangement, sournoisement, en privé, il va chercher à vous éloigner de ces amis-là, de ces membres de cette famille-là, qui, eux, ont une capacité à voir, à capter. Il a peur d'être démasqué. Donc, en général, le pervers narcissique, quand vous vivez avec lui, va un peu modifier votre environnement. Toute personne qui est lucide le concernant, il va diviser pour mieux régner, il va créer des conflits pour éloigner ces gens de vous. Et, par contre, ceux qu'il arrive à séduire, à manipuler, lui va vous les imposer et lui va les mettre en valeur parce que comme ça, il sait qu'il a son harem et il tisse bien la toile d'araignée autour de vous, de ne garder autour de vous que des personnes que lui arrive à manipuler, et toutes les personnes qui sont lucides, il va les éloigner, c'est beaucoup trop dangereux. Votre ego, votre serpent interne, fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'il va souvent semer le doute dans votre tête sur les personnes, parfois, qui seraient bonnes pour vous. Par contre, les gens très toxiques, il va semer de la culpabilité, mais peut-être que, mais tu devrais encore donner une chance, voilà. La blessure de trahison se traduit exactement comme ça. Ma méthode de contrôle se retourne contre moi, finalement je me trahis.
Donc, quand vous pensez et que vous mélangez intuition et ego, il y a quand même un énorme piège. C'est pour ça que tous ceux qui sont un peu dans l'ego spirituel, en général, vont s'emplafonner. Parce qu'eux vont se baser que sur des intuitions. J'ai des capacités de malade. Moi, de toute façon, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Non, mais je le sens bien que cette personne. Ok, tu te bases sur quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Ah, il n'y a que du silence. Non, mais je sais pas t'expliquer, mais tu vois, c'est un ressenti que j'ai. Je le sens. Je peux pas t'expliquer, je sens. Non, mais en fait, tu peux pas l'expliquer parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Donc, écoute, tu vas prendre tes illuminations avec toi et tu reviendras quand tu auras des faits concrets à me dire, en fait. Parce que là, c'est creux, c'est vide, il n'y a que dalle, en fait. Votre sécurité, c'est votre capacité d'analyse basée sur des faits. C'est les pièces de puzzle que vous assemblez. Si vous êtes entouré de gens qui veulent se branler la nouille à base de mais je le sens, mais je le sens, mais je le sens. Voilà. Non, 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 arrêtez de vous entourer de gens des huluberlus comme ça. C'est pas ça qu'on vous demande de travailler sur votre montagne. Est-ce que quand votre enfant il va aller passer le bac, s'il a un exo de maths, il va afficher à la fin, vous voyez, il y a tout un truc, une problématique à régler, et il va pondre 5. Et puis là, la note, il va se prendre une note de merde. Et puis l'enfant, il dira « Je sentais que le résultat, c'était 5. » Bah, comment t'as trouvé 5? Explique-moi. Pourquoi tu dis que c'est 5 le résultat? Je sais pas. Je le sens. Je le sens que la réponse, c'est 5. Oui, je le sens. Voilà. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Revenez sur Terre. Hein. Il faut arrêter votre cinoche, là, du luberlu. Hein. Ça, c'est de la paranoïa. S'il n'y a pas de fait, c'est des suppositions et de la paranoïa. Donc moi, inévitablement, je veux des arguments. Je veux des faits. Et vos guides vous le demanderont également. Quand, en consultation, on vous dit « cette personne n'est pas bonne pour toi », c'est dans le but de te donner un indice. Et dans ces cas-là, ça va être la première question que je vais te demander, c'est « qu'as-tu vu, toi, de tes propres yeux, sur le terrain, dans l'exercice pratique là que tu as, dans le défi que tu as, qu'est-ce que toi, tu as vu ?» Tant que tu n'as rien vu, bon, bah, en tout cas, tu as reçu l'information et qui vivra verra. Je ne vais pas te demander de t'éloigner de cette personne. Mais en tout cas, observe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? En tout cas, on t'a donné un indice. Observe, ouvre tes yeux, analyse. Par contre, si tu viens vers moi en disant « non, mais cette personne, je ne veux plus lui parler parce que je le sens », ah bon? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu comprends, elle est vachement belle, alors comme elle est vachement belle, tu as des effets halo sur les personnes qui sont jolies esthétiquement. Ah, t'es jalouse, alors? Ah, mais elle t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu as vu de tes yeux vus? Bah, rien, rien, mais je le sens. Ah, tu le sens. Ouais, non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Bah, tu reviendras aussi avec des faits, parce que si t'as rien vu d'anormal chez cette personne, tu vas pas commencer à dégager les personnes de ta vie sur des choses aussi alambiquées. On est dans le portail de la loyauté, et dans ces cas-là, franchement, ta loyauté, elle est vraiment pas solide, quoi. Elle est pas solide. La montagne, c'est apprendre à être quelqu'un de fiable, de loyal, oui, ou qui met la loyauté au bon endroit. Donc inévitablement, tout ça est un peu à travailler.
c'est pas la seule chose de base dans cette vidéo, c'était pas de tout ça que je voulais parler. Donc là, vous avez la partie 1, vous allez étudier tout ça, revenir un peu à la réalité des faits, arrêter d'être perché, être ancré sur Terre, apprendre à analyser. On va se laisser avec un petit extrait. Je rappelle que j'ai des extraits de livres que j'ai recopiés dans des cahiers. J'ouvre la page au hasard et en général, c'est le message que les guides ont envie de délivrer. Lorsqu'un enfant souhaite réussir quelque chose seul, il va devoir s'arracher à l'emprise de l'adulte. L'énergie sera alors mise au service de la volonté et bientôt de la satisfaction des progrès accomplis. C'est-à-dire qu'il met son énergie dans le fait de vouloir faire ce truc et, waouh, de voir qu'il s'améliore, qu'il progresse. Cela sera possible surtout si l'adulte est encourageant et qui le soutient dans sa démarche. Mais si l'adulte n'est pas encourageant et que cet adulte est trop inquiet à l'idée de voir l'enfant s'émanciper, alors le petit n'aura que 3 solutions. Petit 1, renoncer à son projet et alors subir des remords toute sa vie. Petit 2, nourrir de l'angoisse à l'idée d'échouer. Oui, puisque l'adulte ne cesse de lui dire « Fais attention à ne pas, il y a du danger, fais attention à toi ». Donc en fait, l'enfant n'arrive pas à mettre de l'énergie dans son projet parce que toute son énergie est à faire attention, il y a du danger, mais il y a du danger, voilà. Ou il peut même avoir peur de réussir. Oui. Pourquoi? Ben, toujours ce conflit de loyauté. C'est-à-dire finalement, mon parent, dans ma tête, mon parent est tellement la sagesse, mon parent dit la vérité, si je réussis, ça va prouver que mon parent, il dit des conneries. Non, ça c'est inconcevable. Mon parent, ça doit être mon lampadaire, ma sagesse, mon Dieu. Donc, je ne peux pas réussir là-dessus. Sinon, ça vient tout chambouler ma vie, ma sécurité, l'histoire que je me raconte que mon parent est un Dieu. Donc en fait, là, il y a tout un mécanisme de sabotage inconscient, c'est toujours ultra inconscient et sournois insidieux que ça aura lieu. Le 3e exemple, il utilisera de l'agressivité, l'enfant, envers soit l'adulte pour tenter de s'émanciper de son emprise, du fait que tu me bloques, tu vois. Et si cette énergie, elle ne peut pas s'exprimer envers cet adulte, parce que je ne peux pas m'imposer face à lui, il est trop dominant, voilà. Elle pourra alors être dirigée vers quelqu'un de moins dangereux, de plus vulnérable, tel qu'un autre enfant, un jouet, un animal. Mais en tout cas, il évacuera son énergie de trop-plein là-dedans. Est-ce que cela vous remémore des fonctionnements que vous avez eus dans votre enfance? Dans quelle catégorie étiez-vous? Inévitablement, en principe, aujourd'hui, vous le pratiquez encore. Si vous observez vos enfants, vous allez observer que vos enfants le font aussi. Ils ne sont peut-être pas toutes dans la même catégorie. Et vous pourriez, en fonction de qui vous avez en face de vous, être tantôt dans le 1 avec telle personne, être dans le 3 avec l'autre. Et si vous avez plusieurs enfants, chaque enfant va vous renvoyer un miroir du 1 et du 3.
intéressant. Vous allez devoir faire un petit retour en arrière, aller réécouter les différents cas de figure, prendre des notes, y réfléchir après l'arrêt de cette vidéo, y méditer avec attention. Ceci est un extrait, encore et toujours, des violences invisibles de Jean-Charles Bouchou, un livre pépite que je conseille toujours. Je sais que, en général, par exemple, les runners détestent lire, ils préfèrent regarder la télé et des films 20 fois ou faire du sport à tout va et gigoter dans tous les sens que de lire. Pourquoi? Parce que lire obligerait à réfléchir. Et ils ne veulent pas réfléchir. Devant un film, ils ne réfléchissent pas. Quand ils font du sport, ils ne réfléchissent pas. Ils ne veulent pas méditer. C'est pour ça que souvent les guides leur font faire vivre des insomnies la nuit pour les obliger à penser. Donc ils ont plein de stratégies contrôlantes pour pas penser, pour pas méditer. Dans mes vidéos, voilà pourquoi j'aime donner des extraits de livres et aussi sur mon profil Facebook, même si cela fait longtemps que j'en ai pas partagé par manque de temps. Et de ce fait-là, au moins, ça vous partage de la connaissance, entre guillemets, car pour moi, les livres sont de la connaissance. Ça ouvre l'esprit, ça pousse à réfléchir. Tout n'est pas toujours OK dans ce que l'on lit. Je rappelle le livre « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau, je dois valider que 20% du livre. Il y a beaucoup de choses dedans qui sont hallucinantes, très illuminées, très dangereuses. Mais, et puis il y a des livres de business aussi, de développement personnel trop axés business, qui sont extrêmement toxiques. Où on propage des philosophies pour faire du fric qui sont pas terribles. Mais c'est toujours bien de réfléchir, de méditer. Et moi, ce que je veux, c'est vous pousser à réfléchir et à méditer. À surtout ne plus faire les choses par somnambulisme. Je ne vous oblige pas à penser comme moi. Les guides le savent. Non, c'est pas du tout ma philosophie. Mais je vous pousse, ce que je veux, c'est que vous soyez alignés. Que vous fassiez les choses en conscience, en réfléchissant aux conséquences quand vous faites des choses, en ayant un plan large. Parce que parfois, vous faites des choses sans penser à ce que l'autre va recevoir, comment l'autre va le vivre. Moi, ce que je veux, c'est que vous viviez cette vie d'incarné en cohabitation avec les autres. Donc, il faut quand même être connecté au cœur, à cette loyauté dans le EET, et au fait que vous n'êtes pas tout seul sur Terre, en fait. Ce que vous faites a des conséquences. Donc, si vous êtes en phase avec ces conséquences, que vous savez qu'il y a un prix à payer, que ce prix, vous en avez conscience avant d'agir et que vous décidez quand même de le faire, ok, c'est que vous êtes d'accord avec le prix à payer. C'est tout. Après, ça ne m'appartient plus. Après, c'est votre libre arbitre. Si vous décidez quand même après d'aller tuer le voisin et que vous êtes d'accord avec le fait d'aller en prison, c'est pas moi qui vais réussir à vous empêcher d'aller tuer le voisin. Je sais même pas où vous vivez, je peux pas aller vous arrêter. Mais en tout cas, tant que vous le faites en conscience et que vous savez qu'il y aura un prix à payer, voilà. Le karma, il faut toujours payer le prix derrière, hein, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais en tourner une autre qui expliquera le fameux défi, parce que finalement, j'en ai même pas parlé. Voilà, gros bisous à vous.